Aujourd'hui, je suis en route, je vais en faire compléter un listing. Puis j'avais des idées de dire, hey, c'est vrai. Tu sais, faire affaire avec un courtier immobilier, oui, ça coûte cher. J'ai comme le goût de vous dire, tu sais, pourquoi ça coûte cher? Puis j'ai comme plein de pop-up qui m'est venu dans la tête de dire, ah oui, c'est quoi les histoires d'horreur qui peuvent nous arriver? Ah, puis j'ai jamais vu un post là-dessus cette semaine. C'est comme une personne qui roule avec un rouleau à pâte, de la pâte, puis que là, ils disent c'est un realtor, puis il prend son temps, puis il fait bien des affaires. Là, l'autre à côté, il monte un FSSBO, un vendeur en privé, il dit hey, donne-moi ça, il fait ça, puis quand il commence à faire, il avait tiré à la planche, puis quand il reçoit toute la farine dans le visage. Fait que ça m'a fait rire de dire oui. Honnêtement, là, 1, 2, 3 transactions par année, tu fais comme ça va bien, l'acheteur est là, il paye cash, il fait l'inspection bâtiment ou il fait pas d'inspection, tout est facile, tout est beau, ça coule facile. Puis là, tu fais comme, OK, le pourcentage, le coût de commission, c'est comme, ah, tabarnouche, ça a coûté cher. Mais si vous saviez, dans la même année, combien d'histoires, d'horreurs que je vois, oh! Puis c'est là qu'on fait comme, ah, c'est pour l'expertise de votre courtier qu'on comprend la valeur du coût monétaire. Puis, je vais vous lancer random des possibilités qui peuvent arriver, puis souvent qui me sont moi-même déjà arrivées. T'as une promesse d'achat, on négocie, on s'entend pas sur le prix. Votre courtier va vous aider à ne pas payer trop cher. Parce que si on dit que la maison, il demande 400 000, mais que dans les comparables, ça en vaut 350, mais si tu le sais pas, puis malheureusement, tu tombes en amour avec la propriété, puis tu fais comme I don't give a shit, je la jette pareil, moi, à 400 000, mais c'est quand tu vas essayer de la revendre dans 2 ans, 5 ans, 8 ans, ça va faire comme sacrement. Je l'ai payé bien trop cher. Parce que tu voulais. Parce que acheter une propriété là, du résidentiel, c'est les émotions qui embarquent. C'est ça qui nous drive. Fait qu'au moins, votre courtier va pouvoir vous dire, ben garde, les comparables, ça se vend 3,40, 3,45, 3,50. Et 50 000 trop cher. Qu'elle garde, on va en trouver un autre. N'oubliez pas, c'est tout le temps, quand la bonne chose nous arrive au bon moment, il y a tout le temps de raison. Des fois, on ne comprend pas ce que tu le fais. C'est par après qu'on comprend. Alors, évitez justement de payer trop cher. Et puis, tombe en amour, il y a une deuxième offre qui rentre, tu te ramasses en compétition. Puis là, tu fais comme, pour me rendre ma promesse d'achat plus intéressante, m'enlever l'inspection au bâtiment. Tu connais-tu le risque qui vient avec? Parce que des histoires d'horreur, j'en ai vu. Des choses qui avaient été cachées, qui n'avaient pas été cachées, qui avaient été divulguées. Tu sais, la différence entre un vice caché puis du dol, des mensonges. Et le vice caché, ça veut dire que même le vendeur, là, c'est bon. Mais ça peut arriver des fois que le vendeur, là, c'est pas. Mettons qu'il y a des ratons laveurs dans son grenier ou il y a eu des crottes de chauves-souris. Mais tu as l'air niaiseux, là, un petit trou gros de même dans le grenier, gros de même. Puis là, il y a des chauves-souris qui vont faire dodo dans la maison, dans le grenier. Puis que là, ben, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'ils font ça. Mais la petite chauve-souris, elle fait des cacaps. Quand elle fait des cacaps, ça tombe sur la laine isolante. Mais, veut pas, le caca, c'est toxique. Puis, ce que ça fait, c'est que ça fait que ta laine minérale, il faut que tu la changes. Ben, changer la laine minérale d'une maison, on peut parler de faut tout t'enlèves, faut tout tu décontamines, et puis tu la refasses. Ça peut coûter plusieurs milliers de dollars. Où tu arrives, je me rappelle une transaction dans la COVID, j'avais un client qui, on a fait 7 promesses d'achat, on offrait tout le temps 5, c'était dans le tour de 300 000, on faisait tout le temps 350 000, on se faisait refuser. On donnait 50 000 de plus que tous les prix des maisons, on se faisait refuser à chaque fois. Ce qui est arrivé, c'est que la dernière qu'on a trouvée, ils sont vraiment tombés en amour, puis là, ben, dans les courses de la COVID, il y avait des surenchères, il y avait des pas d'inspection, le monde prenait des risques. Moi, j'ai conseillé à mon client, non, j'ai dit oui, on est prêt. On a monté, je pense, à 370, 372.
Puis, mais je garde l'inspection bâtiment. Fait que là, on pouvait risquer de perdre une course. On a gardé l'inspection bâtiment. Justement, à l'inspection bâtiment, on fait toute l'inspection. On finit avec le grenier. J'ai l'inspecteur qui dit « Hey, Dom! » Il dit « Passe-moi un sac Ziploc. » J'ai comme « Bon. OK. » On a pas vraiment un petit problème. Il nous sort, je donne le sac, puis il me redonne le sac Ziploc avec de la laine minérale dedans, de la laine soufflée. Il dit « Dom, il dit dans l'année de la propriété, avec du calolaire, pis ça, je présume qu'il y a peut-être de la vermiculite, ce qui veut dire que c'est cancérigène. T'sais? Alors, il faut la faire analyser. Fait qu'on prolonge, en tant qu'inspecteur, pas inspecteur, mais en tant que courtier immobilier, on a prolongé les délais, on envoie l'échantillon se faire analyser. La vermiculite, tout le grenier au-dessus de la maison de partout où tu vis, les chambres tout ça, était à 92% contaminé. Ça peut être... Les gens vivaient dans une maison avec le cancer possible juste au-dessus de leur tête. Puis là, ben, pour régler tout ça, dans ce scénario-là, c'est que le vendeur faisait comme « Ah, si, je le savais pas. » Probablement qu'il ne le savait pas. Il l'avait pas fait inspecter à son achat. Nous autres, on l'a fait. Vous pensez, on aurait acheté 70 000 au-dessus du prix, on ne fait pas inspecter. On a fait faire 3 estimations pour le faire enlever la vermiculite. Puis là, les gens arrivent, là, ils cirent la maison complète, ils s'habillent en soupe d'astronaute, et puis il y en a toute la laine minérale, ils en remettent d'autres. C'était 22 000, 24 000, puis un autre 23 000. Puis ce qu'on a fait, puis c'est un surprise, parce que là, nous autres, on achète une maison qui est évernisée en tant qu'acheteur, mais pas avec un problème de vermiculite que c'est dangereux pour le cancer. Alors, c'était la responsabilité du vendeur de vendre une maison sans cette problématique-là. Puis un coup qu'on a trouvé un problème comme ça, le vendeur ne peut pas faire comme « Ah, je m'en crisse, on va le vendre à quelqu'un d'autre ». Il est obligé de divulguer à un prochain acheteur. Fait que s'il ne s'entend pas avec nous autres, là, de dire « Ah, si tu ne veux pas la payer, tu veux payer genre 370, je m'en fous, m'en vendre à quelqu'un d'autre ». Mais là, mais qu'il recommence à la mettre à vendre, il va falloir qu'il dise « Ah, en passant, j'ai de la vermiculite dans le grenier, ça coûte plus ou moins 22 000 à faire décontaminer. » Bonne chance de trouver un nouvel acheteur. Fait que, de la façon que ça a été négocié entre moi et l'autre courtier, de là le plus-value d'avoir un courtier, on a dit, OK, regarde, ce vendeur-là, on t'achète la propriété, c'est au vendeur à payer la décontamination. Puis je pense que c'était 22 000 qu'on avait fait. Puis on a dit, OK. Puis là, ben, le vendeur, il n'y avait pas 22 000 pour payer, pour vendre sa maison. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, ce vendeur-là, parce qu'on a fait des estimés, on a choisi notre compagnie pour faire décontaminer la vermiculite. On a engagé la compagnie, là, je vais donner des dates là, fictives, là. Mettons pour le 1er juillet. Le 1er juillet, la compagnie est arrivée, pour que la maison soit vacante. Ils ont tout décontaminé, ils ont tout enlevé, ils ont fait l'isolation, tout a fait ça. Ça prend plus ou moins, je pense, une semaine, 10 jours pour tout faire ça, parce que toute la maison est scellée. Et puis, parce que là, tu te ramasses qu'il y a plein de choses dans l'air. Puis après ça, genre, le 10, mon client pouvait déménager dans la transaction. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait envoyer la facture. Fait que là, on a transigé la transaction le 10, non, le premier. La transaction a été faite le premier, mais on a fait retenir le 22-23 000 chez le notaire, de l'argent du vendeur. Fait que là, c'était le vendeur qui était pour être payé. Puis là, la compagnie, elle savait, elle a accepté de venir faire la job, pas être payé. On fait la transaction à un notarié. L'argent de mon acheteur était garanti. Puis là, n'oubliez pas, il n'y a pas une hostie de banque qui va vouloir passer de l'argent pour une maison qui aurait un problème avec de la vermiculite. On a fait enlever la vermiculite, puis la facture de cette compagnie-là a envoyé la facture chez le notaire directement. Puis à la transaction, le notaire avait retenu, mettons, le 22 000. Elle a payé la compagnie directement. Fait que tout a pu bien se régler. Genre d'histoire de marde, de peur qui peut arriver. Une autre histoire. Je m'en vais chez le notaire. On vendait une maison sur la rue Georges une dizaine d'années passées. 10 h le matin. Moi, je représente le vendeur. L'acheteur n'arrive pas. Mais non, si l'acheteur n'arrive pas. On appelle. Il ne répond pas. Il ne nous donne pas de nouvelles. Plus tard dans la journée, notre rendez-vous est annulé. Là. On signait chez le notaire le matin à 10 h.
on reçoit un appel. Ben, je reçois un appel. L'acheteur, en s'en venant au rendez-vous chez le notaire, accident d'auto. Il est décédé. Il est mort. Il est mort en accident d'auto en s'en venant chez le notaire. Ça arrive pas. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive. Ça arrive jamais, mais ça arrive. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on s'en va? Regardez bien ça. Mon vendeur avait le droit. Il y était deux dans le char. Monsieur, madame. Monsieur décédé, madame pas décédé. Ça veut dire que c'est madame qui achète avec la succession. On a le droit de forcer la transaction pour que la succession force à acheter. Ça va prendre des mois, mais c'est ça la loi. Qu'est-ce qu'on fait? Comment qu'on vire ça de bord? On la laisse partir, on la laisse pas partir, on trouve autre chose, on passe de l'argent. Votre courtier est là pour vous aider dans toutes ces histoires de chaos là. J'ai un client cet hiver, il achète une propriété, il paye cash, pas d'inspection, pas de test sanitaire, pas de test d'eau. On était comme 50 000, 100 000 en bas du prix, genre de, pas une reprise de finances, pas une succession, mais le monsieur était placé dans une résidence pour avoir de l'aide. Fait qu'on dealait avec ses enfants, ses filles. Puis, la transaction s'est notariée, on a levé les conditions en 2 heures, ça c'était fait. Mais j'avais pensé à, dans le cours, là, le monsieur était peut-être un peu magané, un peu moins là. Il y avait des autos, il y avait, je pense, c'est 7 ou 9 autos dans le cours, à gauche, à droite. Il y avait plus de 90 pneus dans le cours. Puis je sais pas si vous le savez, là, mais vous débarrassez des pneus, des tires. Tu mets pas ça sur le bord du chemin, puis dans les garbage, tu peux pas, ils les prennent pas. Faut être payé, centre de recyclage, tabanon. Fait que moi, j'ai retenu de l'argent. Puis finalement, quand on est arrivé sur la transaction, la journée avant la transaction, j'ai mon client en charge, je dis, passe devant la maison, va voir si on fait le ménage. Parce que j'avais fait retenir de l'argent. Puis comme de fait, transaction, là, mon client a fait un offre. Oui, on était bas en bas du prix, mais on payait cash, pas d'inspection, aucune condition. Il acceptait, c'était vendu. Mais j'avais gardé la condition de dire, ben si tu ne la ramasses pas, tu as tes garbage, les autos, les pneus, ben, les autos, ils s'en étaient débarrassés parce que ça valait de l'argent. Il avait appelé une compagnie, la compagnie venait les chercher, puis il repartait, puis il donnait, je sais pas, une couple de 100$ du vieil auto pour le métal. Mais il n'y a pas personne qui avait. Il y avait une montagne de tires. Fait que, on a retenu 2000$. Fait qu'on s'est rendu compte, on s'est rendu à transaction que, je pense que c'était comme 390 ou 400 000. On a fait retenir 2000$ pour que mon client lui-même se débarrasse des plus ou moins 90-100 pneus. Ça arrive jamais, puis ça arrive. T'sais, par expérience de millage en 21 ans, 7 à 8 transactions sur 10. Regardez bien ça. 7 à 8 transactions sur 10 ont des changements après l'acceptation. On se négocie un prix, on se négocie 400, 395, 402, 400, on s'entend 400 000, ça marche, ça va être pour le 15 juillet. Puis, avant qu'on se rende chez le notaire, là, 70 à 80% des transactions ont des changements. Il faut rajouter quelqu'un dans la transaction parce que ça ne passe pas au financement. On a un problème à l'inspection. On trouve des problèmes. Pour baisser le prix, il faut ajuster le prix. Il faut changer la date. Il faut avancer la date. Les taux d'intérêt. C'est à ça que votre courtier sert. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis tu sais, j'en ai vu des chicanes d'inclusion, d'exclusion, de... J'ai un client, achète une propriété, il y a 2 airs climatisés murales. Mettons, c'est un 2 étages. Fait qu'il y en a une tête de climatisé mural en haut, au 2e étage, puis une tête au rez-de-chaussée. Les airs climatisés, ils ont 15 ans. Tu regardes, de son jaune. Tu fais comme, OK, mais on visite la maison en juin. Il fait chaud, fait comme 30. Les airs climatisés marchent. C'est le fun, il fait fret. Quand on achète une propriété, les inclusions sont inclus, mais sans garantie de qualité. Ça veut dire que, mais, faut qu'il marche le jour 1. Puis moi, je dis à mon client, quand il achète la propriété, genre en juillet ou en août, j'ai dit, puis ça fait comme 2 ans, là, ça. J'ai dit, écoute, mon chum, je les oublie pas, mais t'arrives à la maison, là, rouvre l'eau chaude, fais sûr que l'eau chaude marche. Check fais partir ton lave-vaisselle, tu sais, pars tes airs climatisés. Il me rappelle, dit, hey, Dom, j'avais pas pensé, là, mais il y a une air climatique qui marche, l'autre, elle marche pas. OK. Tu suis ton avis, l'argent est toujours chez le notaire, parce qu'il y a 48 heures que l'argent est gelé. J'avise tout le monde, on fait geler la transaction. Puis là, on dit, regarde,
quand on a acheté la propriété, le prix qu'on t'a offert, X montant, c'était avec 2 airs climatisés fonctionnels. Je t'ai pas dit neuf, mais fonctionnels. Là, il y en a une des deux qui marche pas. Puis je me rappelle, dans ce temps-là, on était dans le temps de la Saint-Jean, fait que c'était un long week-end, c'était une semaine de congé, pas capable de trouver de réparation. Puis finalement, on prolonge les délais, on gèle l'argent. Puis là, on se rend compte que la compagnie X, whatever, pour l'air climatisé, ils font comme, Monsieur Patrice, cet air climatisé-là, là, c'est tellement vieux qu'il n'y a plus de pièces. Ça se répare pas. Je fais comme, OK, de là, d'avoir un courtier qui travaille pour toi, ben je dis, OK, mais on a un problème, là. Moi, je parle avec l'autre côté, je dis, nous autres, ça nous prend un air climatisé. On a acheté avec une air climatisée qui fonctionne. Là, ça fonctionne pas. Fait que, répare-la. Je suis pas capable de la réparer. Ce qui veut dire, ben, OK, ben, change-la. Puis là, ben, là, c'est là qu'on rentre en négociation. Puis là, j'ai fait comprendre à mon client que faut qu'elle marche. Mais on s'est entendu qu'elle est usagée. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'une air climatisée murale, c'est bon plus ou moins pour 10 ans de vie. L'air climatisé avait 15. Fait qu'on savait qu'elle était dans l'overtime. Mais c'est supposé marcher. Fait qu'on s'est rendu compte que on va négocier, je pense à 3000$ une air climatisée neuve, un nouveau moteur, tabaton de la tête. Puis ben, je garde à mon client, qu'est-ce que t'en penses qu'on lui demande 1000$. Fait qu'on s'est entendu comme ça. Le vendeur, moi je représentais l'acheteur, le vendeur n'a pas eu le choix, il fallait qu'il plie parce que, mais c'est ça, ton courtier sert à ça. Ton courtier sert à pas juste encaisser le chèque. Oh non! Si vous saviez, il y a 75% des courtiers qui ne vivent pas 2 ans en immobilier. Pourquoi? Le monde se penserait, je fais une transaction, 20 000, 25 000. Après ça, des 3 mois, 6 mois sans avoir d'argent, tu as mal géré d'une affaire, il faut se payer tes TPS, tes impôts. C'est votre courtier. Puis en plus, on a des formations obligatoires à chaque année, le PFCO, pour tenir comme les avocats, comme les notaires, pour faire sûr qu'on reste sharp. Être courtier, c'est une passion. Être courtier, faut aimer ça. Faut aimer aider les autres. Puis n'oubliez pas, là, acheter une maison, là, c'est fucking stressant. Puis à l'inverse, je fais du commercial, moi aussi. L'année passée, j'ai fait 2 commerciales, 1,8 million, 2,4 millions. J'ai pas visité les immeubles. Mon acheteur est à Toronto. Mon acheteur à Gatineau, il a pas visité les immeubles. Ça vous donne une idée de la différence. Ni moi, ni l'acheteur, ni le vendeur. On s'est jamais déplacé au building. Puis il a fait les 2 transactions. 1,8, 2,4 millions. Ça a pris 8 mois. Chaque transaction avant d'être transactée. Parce qu'il y avait une phase 1, phase 2, des tests de sol. Votre courtier, il est là pour vous protéger. Puis oui, ça fait... Nous, ça m'a donné 40 000$ de commission. Ben oui. Mais, je suis là, j'ai une expertise. Puis, souvent, même très souvent, c'est pas parce que tu mets une pancarte à vendre